Et coucou tout le monde, avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un message particulier pour cette fois. Tout simplement un immense merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui mettent des pouces, tous ceux qui s'investissent aussi dans les commentaires en laissant des petits mots doux ou tout simplement en discutant avec moi. Parce que c'est grâce à tout ça qu'on a eu la chance d'avoir des cartes à révéler sur cette chaîne et aussi sûrement aussi sur Entrejeux, du côté d'Entrejeux bien sûr, sur tout ce que vous faites du côté d'Entrejeux. Donc voilà, un immense merci à tous ceux qui regardent nos vidéos et qui font qu'on a la chance de pouvoir vous révéler 8 cartes grâce à Advanced Burger. Merci tout le monde. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana, une vidéo incroyable parce que bien que je vais vous présenter 20 cartes, les 4 dernières seront 4 cartes qui vont être révélées au monde sur cette chaîne. Encore une fois, un immense merci à Advanced Burger pour nous avoir proposé à Entrejeux et à moi-même de pouvoir vous révéler ces cartes. Évidemment, si vous venez depuis la vidéo d'Entrejeux qui est sortie à midi, bah bonjour à tous. Mais si jamais vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à mettre sur pause et à aller voir la vidéo d'Entrejeux Studio. Le lien est en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Là-bas aussi, il y a 4 cartes qu'on a un peu disséquées, analysées, avec Dandy Meeple, Nicoco et Mathieu. Ça vaut vraiment le détour, il y a des cartes très sympas. N'hésitez pas à aller y faire un tour avant toute chose. Là, on est parti pour un gros tunnel de 16 cartes avec 16 cartes qui ont été révélées à d'autres endroits. Et enfin, les 4 cartes que j'ai mis évidemment tout à la fin avec des petites trades anglaises à côté pour les différents personnes qui voudraient voir les cartes avec tout simplement la traduction anglaise. Parce que nous, on râle un peu quand c'est en allemand et en italien et qu'on comprend que dalle. Et bien maintenant, les gens, ils font l'effort de mettre la trad anglaise, donc on va en faire de même. Et en parlant de trad anglaise, et bien justement, on va commencer avec la carte numéro 1 qui est Rufus. Bon, carte en italien, j'ai pas la trad en même temps sur la carte, vous connaissez maintenant ici, je mets toujours les cartes telles quelles, je mets pas la trad à côté. Mais Rufus, qu'est-ce qu'il fait de beau? Pour 5, c'est une 4-5-1 de l'or. 4-5-1 de l'or seulement, on attend une bonne capacité, quand même, un truc assez impactant. Et la capacité, elle est intéressante, mais pas au bon moment. La capacité, c'est tout simplement que Rufus, lorsqu'il est banni, vous pouvez le mettre en ancre face inclinée, face retournée, face cachée et inclinée. C'est la même capacité que Grand-mère Tala, exactement la même. Sauf que Grand-mère Tala, elle se fait au tour 2, et au tour 2, bah en fait, c'est embêtant de donner aussi rapidement un encre en plus à votre adversaire, parce qu'il va vraiment pouvoir plus vite jouer des plus grosses cartes. Ici, tour 5, on a plutôt, comme d'habitude je le dis, en fait, on n'a pas envie au tour 5 d'avoir des cartes en encre en plus. On va plutôt avoir des choses qui permettent de commencer de vraiment prendre l'ascendant sur la partie, voire de finir la game pour certains decks. Ici, 4-5 seulement comme statistique, c'est pas fou. Alors, Grand-mère Tala aussi a des stats un peu nulles, hein, elle est seulement à 1. Mais 1 en début de partie, c'est différent que 4-5 au tour 5. 4-5 au tour 5, ça gère pas grand-chose. Ça a que 1 de l'or, donc ça met même pas la pression à ce niveau-là. Et l'adversaire, il peut soit décider de la laisser tranquille, soit voilà, c'est pas fou. Après, oui, on peut envoyer Rufus soit se sacrifier, entre guillemets, en faisant un défi contre un adversaire et gagner une encre pour le prochain tour. Je suis quand même pas ultra fan, j'ai l'impression que c'est une carte qui va malheureusement classer classeur parce que bien qu'intéressante, sa capacité arrive trop tard. Grand-mère Tala reste une meilleure carte dans le même ordre d'idées. Carte numéro 2, nous avons The Boss is on the Wall, carte ultra intéressante, une chanson en améthyste, chanson à 3, et Dieu sait qu'on aime bien les chansons à 3 en améthyste. On regarde les 5 cartes du dessus du deck, on en remet le nombre qu'on veut au-dessus ou en dessous, dans l'ordre qu'on veut, et on gagne un de l'or. Alors déjà, des actions qui gagnent un de l'or, moi ça me fait vriller, parce qu'évidemment, vous connaissez, moi je disais, ouais mais attendez, chapitre 1, on gagne jamais de l'or directement à notre tour, il faut attendre un tour avant de pouvoir faire quelque chose. Là, entre Merlin Chèvre, le bouquin et maintenant ça, bon c'est bon, la règle elle est foutue pour toujours quoi. Mais la vraie capacité intéressante, c'est de pouvoir garder les 5 cartes du dessus et donc de pouvoir soit prévoir les 5 prochains tours, soit enlever des cartes pas intéressantes pour essayer d'avoir que des grosses cartes. Ça chante pour 3, super intéressant, ça tombe bien, en violet, on veut déjà avoir des bonnes cartes à 3 pour chanter, bah là on en aura encore plus. Vraiment, j'aime beaucoup cette carte qui permet de bien filtrer son deck et de faire des trucs très intéressants. Rien à dire de plus, vraiment carte très cool, elle peut trouver sa place dans des decks, franchement il y a un grave moyen. En plus elle gagne du lore, et gagner du lore, c'est toujours fort. Nottingham, donc la version un peu plus costaud des lieux qui sont 4 de vie pour 1, là pour 2, 6 de vie, 1 de l'or, je suis beaucoup moins fan du coup, parce qu'en fait, autant 4 de vie, tour 1 serait compliqué à gérer, 6 de vie, tour 2, là ça commence à être un peu plus facilement gérable dans un sens. Je veux dire, en fait, on aurait pu jouer 2 lieux à 4 pour 2, au final, ça aurait fait 2 de l'or et 8 de vie, entre guillemets. La Nottingham, ils vendent pas du rêve, à part que c'est un lieu à 6 PV, je préfère infiniment l'île de Maui par exemple, parce que bien qu'il fasse pas du lore, elle a un effet
beaucoup plus cool. Là, non, franchement, pas ouf. Pas ouf. Nottingham, je trouve pas trop d'intérêt. On verra, mais là, tel quel, ça me donne pas trop envie. Même pourtant, avec la carte de la planète au trésor et les choses qu'on a vues récemment, pas grand chose à dire. Nous avons Baboom. Et ça, par contre, Baboom, j'aime beaucoup. Vous connaissez mon affection pour les cartes qui mettent des dégâts directs. Là, on a l'équivalent d'un allumer les mèches, mais pour 2 et en crable. Autant vous dire. Et en plus, ça peut viser les lieux. Autant vous dire qu'allumer les mèches, même s'il y a une synergie avec Captain Crochet, bon, ça sera plus joué. Mais là, tel quel, Baboom, ça peut entrer dans les decks, c'est assez cool, ça met de dégâts, ça permet de gérer plein de menaces potentielles autour d'eux. Justement, tour 1, vous jouez votre petit personnage à 1, tour 2, vous mettez Baboom sur la potentielle de l'îlot d'en face, comme ça c'est réglé, c'est bon, basta. Là, franchement, la carte est cool. Ça combote bien, évidemment, avec tout ce qui permet de faire des dégâts directs et qui en profite. Donc, non, franchement, il y a des choses à faire. En vert-gris, cette carte-là, elle sera jouée. C'est clair et net. Joshua pour 4, un rempart, 1-5 de l'or. Bah, mine de rien, ça commence à devenir intéressant. Rempart, 1-5 de l'or. Alors, on aurait aimé qu'il coûte un peu plus cher pour avoir plus de stats, peut-être. Enfin, ouais, ça aurait été intéressant. Parce qu'à 5, avec juste à temps, ça devient très très cool s'il a plus de stats. Mais là, tel quel, quand même, c'est un bodyguard qui va non seulement mettre une certaine pression à l'adversaire. Sous 5 PV, il faut quand même les enlever. Même si jamais il a peu d'attaque. Et derrière ça, de l'or, bah, ça permet de l'incliner de manière plutôt sereine. Je pense que c'est une carte qui sera peut-être jouée dans les decks rush, dans l'optique de le poser pas incliné, de le poser debout, mais que le tour d'après, bah, il va faire de l'or s'incliner et protéger vos autres personnages qui sont derrière. Franchement intéressant, j'aime bien l'idée, il y a peut-être des choses à faire avec, voilà. Il y a peut-être des choses à faire avec. Je suis pas ultra fan, mais il y a du potentiel. D'ailleurs, nous avons la Dive Bomb. Alors là, ça commence à devenir rigolo, parce que pour 3, on bannit l'un de nos personnages avec combattant, pour bannir un personnage adverse qui a moins d'attaque que ce personnage. Alors évidemment, encore une carte géniale avec Maui, parce que Maui il va aller faire son défi habituel sur quelqu'un, sûrement survivre, et d'ailleurs avec Dive Bomb, vous pouvez le bannir pour bannir un personnage adverse, parce que, bah, mine de rien, 6 attaques, c'est quand même... Enfin, tous les trucs qui ont 7 attaques, il y en a un paquet, donc ça permet de bannir un grand nombre de cibles. Maintenant, du combattant, il y en a qu'en rouge, et mine de rien, il y en a des plutôt pas mal, mais il y a beaucoup de combattants aussi qui n'ont pas tant d'attaques que ça. Et pour jouer cette carte-là, il faudrait vraiment avoir beaucoup de combattants pour être sûr d'en avoir en jeu au bon moment. C'est pas une carte inintéressante, c'est une carte qui devient encore plus intéressante par contre, potentiellement avec du vert, parce que non seulement il y a du jeu sur les actions, mais surtout il y a des moyens d'augmenter l'attaque de vos personnages, et donc de pouvoir bannir encore plus, enfin un plus grand choix de personnages adverses. Il y a des choses à faire. Un jour cette carte sera jouée. Je pense qu'un jour il y aura un deck avec assez de combattants pour que ce soit super intéressant. Voilà, avec genre bleu-rouge, avec le Big Ben qui donne la capacité de faire du lore aux combattants. Il y aura peut-être quelque chose à faire. Là, tel quel, les combattants, je crois qu'il y en a vraiment uniquement en rouge. Je crois pas qu'il y en a dans d'autres couleurs. Ou alors je me trompe, vous me le direz en commentaire. Du coup, les choix sont limités. Ensuite, Airfoil, on parlait de jeu avec les actions, ça devient super intéressant. Pour 2, un objet, si vous avez joué au moins 2 actions ou plus ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte en inclinant Airfoil. Alors évidemment, il faut quand même jouer pas mal d'actions, mais bon, on en a déjà parlé, des actions à 1 qui font des petits effets, qui piochent une carte, déjà de base c'est intéressant. Mais en plus de ça, là, vous piochez une carte, et si vous commencez à jouer des cartes qui permettent de redresser les objets, on n'est pas loin des mécaniques très pétées. Je pense par exemple à Audrey Ramirez, qui permet de redresser les objets. Eh ben, le jour où il y a une action à 1 qui permet de redresser un personnage, ou une action même à 2 ou 3, j'en sais rien, qui permet de redresser un personnage et qui puisse repartir à l'aventure derrière, bah là on va commencer à avoir des mécaniques intéressantes où vous allez incliner Audrey Ramirez pour redresser Airfoil, piocher une carte, jouer votre événement pour redresser Audrey Ramirez, repiocher une carte, et ainsi de suite. Peut-être un jour il y a des combos un peu stupides qui sortiraient. C'est une carte très intéressante à surveiller. Maintenant, dans la méta actuelle, jouer 2 actions ou plus dans le tour, ça se fait très peu. Il n'y a pas de deck qui peut se le permettre parce qu'il n'y a pas de deck qui pioche assez, tout simplement. Donc là, tel quel, je suis pas ultra fan. Il faudrait beaucoup d'événements à 1 ou 2 qui piochent derrière pour pouvoir dire je joue l'événement, je pioche, je joue l'événement, je pioche. Et donc, toujours avoir ces cartes en main. Même si en soi, Airfoil sert justement à garder une main un minimum correct, tout en jouant 2 cartes ou plus par tour en action, donc à voir. Mais je suis pas ultra fan. Même si un jour, il y aura des combos des villes, peut-être, ça on verra. Nous avons la rapière du Captain Crochet, qui est assez intéressante. 3 non ancrables, c'est un objet. Durant votre tour, si l'un de vos personnages bannit un autre personnage dans un défi, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte.
Donc déjà, tous les decks gris qui voulaient faire de la baston, les gris violets, les gris rouges, ils voient ça, ils font de la pioche avec de la baston, c'est génial! Et vos personnages, Captain Crochet gagne Challenger 1, bon ça c'est vraiment anecdotique, à part le petit Captain Crochet de base qui va taper à 4, en vrai les autres Captain Crochet ne sont pas forcément joués, mais juste pouvoir payer 1 pour piocher une carte quand vous bannissez quelqu'un, ça permet à tellement de decks juste d'exister. Là le gris rouge entre la reine de cœur qui permet de piocher quand vous bannissez des gens, vous faites des défis, tout ça, et cette carte-là qui permet aussi de piocher avec 1 derrière, on a un vrai moteur pour tenir sur la durée et tenir correctement. Du coup, on peut faire des vrais decks de gestion de board gris-rouge ou gris-violet avec beaucoup de pioches, dont le but serait de gérer le board adverse, et une fois qu'on a la main ascendante sur le board, vu qu'on a toujours de la pioche, on n'est pas en retard de ouf, et on peut faire du lore, et si on se fait reset par un soyez prête, c'est pas grave, on a des cartes en main. Vraiment, ça c'est une carte qui peut ouvrir beaucoup de choses, elle a beaucoup de potentiel, donc j'en attends beaucoup. Maintenant on va voir, comme d'hab c'est non ancrable, c'est un objet, il faut voir derrière les mécaniques qu'il y a, mais j'aimerais vraiment bien l'avoir joué. Nous avons une petite Elga pour 2-2-1, quand elle est défiée et bannie, on bannit le personnage qui a attaqué, c'est l'équivalent d'un chat Cheshire pour moins cher avec moins de stats. En même temps les stats, bon, on s'en moque, parce que de toute façon, le but c'est qu'elle se fasse défier et bannir, limite elle aurait 0 d'attaque, ça changerait rien. Elle a un seul point de vie, ça c'est le problème, parce qu'avec un seul point de vie, chez Shire au moins il faut un fracassé, un petit truc qui met 1 ou 2 dégâts ça ne suffit pas. Ici le moindre 1 de dégâts la gère sans qu'elle fasse son effet, il y a trop de cartes qui mettent 2 dégâts dans la méta, il y a trop de moyens de mettre 1 dégât de manière générale dans la méta. Donc Elga Sinclair, bah non, j'y crois pas des masses malheureusement, en plus elle a pas 2 de l'or comparé à, enfin contrairement à notre ami chez Shire, alors que chez Shire, justement il est 0,3 de l'or. Elga aurait été 0,1 de l'or. Ça aurait été plus intéressant. Là, tel quel, je ne vois pas être joué. Sauf, transition, peut-être pour cette Elga Sinclair femme fatale. 5 non ancrables, ce qui est toujours un défaut quand même, on va pas se mentir. 4-4 de l'or, shift 3, ça devient quand même intéressant, parce qu'on peut la gérer dès le tour 3, une 4-4 qui fait 2 de l'or. Elle va faire ses 2 de l'or tranquille, et avec 4 PV, elle va être plutôt safe. À chaque fois qu'elle part à l'aventure, on peut mettre 3 dégâts à un personnage qui a déjà pris des dégâts. Et là, les decks vert-gris qui font des dégâts directs gagnent encore une carte incroyable parce qu'on va avoir un shift très intéressant. Parce que sans le shift, c'est quand même un peu tard. Mais même sans le shift, en vrai, vous avez un pistolet à plasma, vous avez un Robin des Bois, vous avez n'importe quoi. Quand Elga va arriver avec votre Robin des Bois, elle va partir à l'aventure. Et avec Robin des Bois, ça fait un total de 4 dégâts. 4 dégâts, en fait, ça gère pas mal de choses dans le jeu, mine de rien. Donc, il y a des choses à faire. D'ailleurs, ça a quand même 4-4. Donc, c'est comme si elle avait fait 7 dégâts au total. Parce que la personne qui va venir vouloir la défier, bah, il va quand même prendre 4 dégâts derrière. Franchement, cet Elga Sinclair, moi j'ai envie d'y croire que ça peut mener un jour un deck varié qui fonctionne. Est-ce que ça va fonctionner dès le chapitre 3? Je suis pas sûr. Mais un jour peut-être cette mécanique rentrera en jeu. Là tel quel, à voir. Par contre l'illustration est plutôt cool. En numéro 11, si je me trompe pas, il m'appelle. Alors une chanson pour 1, c'est assez rare pour être noté. Donc bah déjà un personnage à 1 qui peut chanter ça c'est cool. On pioche une carte, puis on regarde jusqu'à 3 cartes de la défausse d'un adversaire, on les remet dans sa pioche et on la remélange. Alors avant toute chose, il faut savoir que c'est jusqu'à 3 cartes, donc si jamais il y a 0 carte, ça a été roulé par les devs, par Steve, que on ne peut pas remélanger la pioche si jamais on prend 0 carte. Donc on ne peut pas pourrir les trucs adverses d'avoir mis les bonnes cartes au-dessus du deck un peu gratuitement. Maintenant, à côté de ça, ça permet de remettre des cartes un peu nulles dans le deck adverse, genre toutes les cartes qui coûtent 1 ou 2, voilà, on peut essayer de les remettre dans son deck pour que ça l'embête. Pour 1, on pioche une carte, ça c'est jamais mauvais de piocher une carte pour 1. Je le dis souvent, mais ça permet de jouer en moins de cartes, vous jouez en 56 cartes, si vous jouez 4 fois il m'appelle, parce que la tempo de juste 1, vous piochez une carte, vous arrivez à la trouver en général. Donc intéressant, franchement, moi j'aime bien l'idée, c'est une chanson, ça chante en plus potentiellement, donc voilà. J'aime bien, franchement j'aime bien. L'arc de Robin. Alors, du dégât direct, vert gris, let's go, vert gris. Donc on disait le cadeau de la forêt, la première capacité. On peut incliner l'arc de Robin pour mettre un dégât à un, comment dire, j'arrive plus, un lieu ou un personnage qui est endommagé. Donc évidemment en vert gris ça tombe bien, en gris on a clairement les moyens de mettre des dégâts directement au personnage ou au lieu, avec l'arc ça fait 1 en plus. En fait le combo de l'arc plus du pistolet à plasma marche très bien parce que vous allez pouvoir mettre un personnage puis remettre un avec l'arc de Robin des Bois, ou même Baboum qu'on a vu juste avant, bah, vous mettez 2 à quelque chose et vous mettez 1 de plus avec l'arc. Moi j'aime beaucoup ce genre de mécanique, je suis pas sûr que ce sera jouable mais j'aime beaucoup.
Maintenant, en plus, si jamais un de vos personnages nommé Robin des Bois part à l'aventure, on peut redresser cet objet. Alors, le Robin des Bois en acier, il partira pas trop à l'aventure. A priori, il va plutôt faire le dégât pour permettre d'utiliser cet arc. Et s'il s'incline, il y a un dégât, donc autant l'incliner lui, à moins qu'on va faire des dégâts à un lieu, là, peut-être, mais voilà, on s'en moque. Les autres Robins en bleu, je vois pas trop bleu et de jouer avec ça, donc je vois pas l'intérêt. En vert, il y a le nouveau qu'on a vu, qui a 4 de l'or. Et qui va sûrement partir à l'aventure, donc ça pourrait aller avec. Maintenant, est-ce que ça va rentrer dans la même mécanique? Je sais pas. Après, d'un côté, c'est intéressant d'avoir des finishers dans un deck dont le but c'est de prendre du board. C'est-à-dire que vous allez mettre plein de cartes pour faire des dégâts, et le gros bain des bois va finir la partie, ou évidemment, la bête légendaire va finir la partie avec ce genre de cartes-là. Ça devient très intéressant, bien évidemment. J'avance parce qu'en fait on est déjà à 15 minutes de vidéo et j'ai même pas fait la moitié, donc au secours. Nous en sommes à Maui en aigle. On va faire 30 minutes, ça va être terrible. Maui en aigle, 5 de combattants. Et si jamais vous avez Hey! Oui, la carte la moins bonne du jeu quasiment. Sauf en violet bien sûr, parce qu'il y a Hey en ombre qui est vraiment pas ouf. Et il y a Hey en améthyste qui là est plutôt pas mal. Si Hey part à l'aventure, auquel cas Maui gagne 1 de l'or et perd combattant. Bon, c'est un peu rompiche. Alors ce Maui avec Dive Bomb, évidemment, c'est très intéressant parce que pour 3, vous avez 5 d'attaque. Donc avec Dive Bomb, vous pouvez bannir tout ce qui a 4 d'attaque ou moins. Ça, c'est assez cool. Maintenant, Maui, le problème, c'est qu'il a que 2 points de vie. Et du coup, c'est pas fou. Il est non ancrable aussi. Et ça, c'est embêtant. On n'aime pas trop les non ancrables. Pas mal de défauts qui font que je pense qu'il va pas être très joué. Malheureusement, la capacité avec Hey, pour moi, c'est plus du troll qu'autre chose. Faut vraiment le voir comme pour 3, une 5-2 combattant. Et en fait, bien que c'est intéressant, je pense, d'avoir une scène de combattants, et avec les lieux, dans le chapitre 3, ça va être très cool d'avoir des bonnes attaques. Le problème de ces cartes, pour moi, c'est tout simplement qu'elle est non ancrable, et du coup, c'est très compliqué de prendre de la place dans un deck pour mettre une carte qui fait juste ça, malheureusement. On continue avec Gulliver Glass, qui est Thaddeus E. Kling, en anglais, un des méchants de la série Super Baloo. Pour 5-3-5, à chaque fois que ce personnage est envoyé à la voiture et qu'il se trouve sur un lieu, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 1 dégât. C'est un peu un meilleur Hans, entre guillemets, dans le sens que il va faire un peu plus de l'or et mettre 1 dégât à quelqu'un. Il a de meilleures stats, mais il faut qu'il soit sur un lieu. Bon, beaucoup de choses à voir, des plus, les comptes, tout ça. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il coûte qu'un de plus par rapport à Hans. Et déjà, il a plus de vie, il fait plus de l'or. Déjà, à partir de là, c'est plutôt pas mal. Excusez-moi, je baille. Mais donc, le problème, c'est qu'il faut qu'il se trouve sur un lieu. Et le jeu sur les lieux en gris, alors on a vu que le lieu de Maui était incroyable. La carte au trésor, pourquoi pas. Mais on n'a pas vu tant de jeux sur le lieu que dans d'autres couleurs, comme rouge ou vert par exemple, où il y avait vraiment des trucs à faire de ouf. Bleu un peu aussi. Enfin, en vrai, un peu partout, mais voilà, gris, ça me chauffe pas trop le jeu sur le lieu, à part avec l'île de Maui. Et du coup, là, à chaque fois qu'il a envoyé l'aventure, il se trouve sur un lieu, bon, un peu rompiche, quoi. À voir ce que ça pourrait faire, mais là, tel quel, je n'en ai pas super confiance. À voir. À voir. À voir. J'ai pas grand chose à plus de dire là-dessus, en vrai. En numéro 15, nous avons Orville, As de l'aviation. C'est comme Tamatoa, le petit crabe triste en émeraude, mais sauf que là, on l'a en ambre. Pas d'intérêt, pas de mots-clés intéressants, juste 1-4, 1 de l'or, vraiment rien à dire dessus. C'est une vanilla classique qui va finir en classeur. Et tout comme Tamatoa, petit crabe triste, ça servira pas à grand chose, malheureusement, je pense. Nous avons Mickey Mouse Trumpeter. Et là, par contre, ça, c'est une carte qui va créer des decks. Ça, c'est une carte intéressante. Pour 4, 0-1, non ancrable, seulement 1 de l'or. Et là, tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc? Et en fait, on peut l'incliner et payer 2 pour jouer n'importe quel personnage de sa main gratuitement. Et là, en fait, quand on se rend compte qu'on joue ce Mickey tour 4 et qu'au tour 5, on peut commencer à ramener des maléfiques dragons en rouge, qu'on peut commencer à ramener des dingos en acier, même juste en regardant que acier, on a Dingo, on a Maui, on a Cendrillon, et surtout, la carte que tout le monde oublie, on a Gantou. C'était une vanne. Mais donc quand même, ce Mickey Trompeteur, en fait, à lui seul peut créer des decks, et je me dis, pourquoi pas essayer de faire des decks acier ambre, dans lesquels tu joues tous les gros tons ultra chers, et tu joues ce Mickey-là, et tu joues Mufasa, et des cartes dans le genre, en fait, pour essayer absolument de les poser. Tu essaies de le just in time, même peut-être. Et le plus tôt possible, tu essaies d'avoir que des gros tons dans ta partie. Tu joues évidemment Rêve Bleu pour avoir de la pioche et donc pouvoir monter haut en angle quand même au besoin, pour jouer toi-même tes gros personnages. Mais il y a un truc à faire. Pour moi, il y a un truc à faire sur de la gros tons. Ça fait très longtemps qu'on voit des gros tons incroyables en gris qu'on n'utilise jamais parce que c'est trop compliqué à jouer. Là, on commence à avoir pas mal de mécaniques pour pouvoir les jouer. Peut-être quelque chose à faire. Et là, ça y est, c'est le moment. Donc, encore une fois, merci à Ravensburger.
Coucou les gens qui viennent d'entre-jeux. Si vous n'êtes pas allé voir entre-jeux, allez voir entre-jeux, je vous le conseille. Pour les 4 premiers spoils. Et on va attaquer les spoils en commençant par une carte à révéler. Je fais le petit roulement de tambour. Maui en baleine pour 7, une 8-8, 1 de l'or. On parlait de Mickey juste avant, ça tombe bien, niveau gros ton, ça se place là. Petit problème de ce Maui, c'est qu'il ne peut pas se redresser au début de votre tour. Pour le redresser, il va falloir payer 2. Est-ce que c'est si grave que ça dans les decks rouge-violet qui finissent toujours à avoir 10 milliards d'encre? Moi, ce Maui me plaît pas mal parce que c'est quand même un énorme body qui est compliqué à gérer. Au pire, si vous n'avez pas besoin de vous en servir sourcil, vous le laissez incliner, c'est 8-8. Qui va aller attaquer Maui? Bah, quelqu'un qui va se sacrifier dessus, a priori. Et donc, si vous arrivez en plus à faire des decks rigolos avec les moyens de les jouer rapidement, ça, par exemple, bah oui, c'est une super carte pour les jaunes-rouges Mufasa, très clairement. Et donc, bah pareil, en gris-rouge, peut-être un jour, ce sera super intéressant. Franchement, le défaut de 2 pour redresser ce personnage qui peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour, c'est pas très grave, parce qu'avec 8-8, t'es pas là pour partir à l'aventure. Franchement, ce Maui, il aurait combattant, ce serait pas gênant du tout. C'est combattant 0 de l'ordre, tout en mode, de toute façon, tu vas le redresser que quand tu as besoin de taper quelque chose. Donc voilà. Mais, super intéressant, il y a grave des choses à faire, j'aime beaucoup la carte. Il a le trait Dieu, bon, bah si un jour ça sert, on verra. Mais donc, plutôt cool à voir. On a ensuite, rappelez-vous, attention, flashback. Attendre au chapitre 3, car il y aura peut-être déjà un nouveau balai qui pourra amener de nouvelles choses, peut-être dans une de ces deux couleurs-là, ce serait très intéressant. Et donc voilà, j'avais raison, il y a bien des gros balais en améthyste, je suis trop content d'avoir deviné ce truc-là, promis j'en savais vraiment rien. Mais donc pour 5 non ancrables quand même, donc attention, 2 nouveaux balais, 4-4 charges, 2 de l'or, et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez remélanger toutes les cartes balais de votre défausse dans votre pioche, c'est trop bien. Du coup, vous allez pouvoir faire des balais avec le nouveau lieu violet que vos balais ils peuvent rentrer dedans gratos. Ils ont plus 1 de l'or. Donc là, on a pour 5 une 4-4, 3 de l'or avec ce lieu. En plus, il a charge. Donc, avec Mickey, il peut être joué pour moins cher, partir en charge, revenir dans la main et vous pourrez rejouer plus tard. Il y a tellement de choses à faire avec ce balai. Je veux dire, l'intérêt des balais à 2 dans le chapitre 1, c'était justement d'en donner charge avec le... Comment ça s'appelle ? Avec la montre à gousset. Dans le chapitre 2, certains le faisaient avec le maillet de croquet, mais là, tel quel, il a charge de base, c'est parfait. Et donc, vous allez pouvoir l'envoyer directement affronter des gros trucs, leur prendre en main grâce à Mickey. Le deck balai devient potentiellement un peu jouable. C'est pas non plus la folie, on va pas se mentir. Et je pense qu'il faut jouer violet-gris avec, parce que remélanger vos balais gris aussi va être intéressant, parce que les balais gris donnent résiste, et donner résiste à un perso qui a charge, c'est toujours cool. Donc, très content de ces balais, franchement je suis trop refait qu'il y a des balais, et en plus, même si jamais il a le fameux défaut d'avoir à la fois charge, à la fois 2 de l'or, et surtout le gros défaut d'être non ancrable, mais bon, pour un perso à 5, lui, c'est pas un balai que tu ancres. De toute façon, quand tu joues un deck balai, t'ancres pas tes balais, tu vas jouer les balais, donc à la limite, c'est pas si grave. C'est un peu la star de ton deck, dans un sens, avec Mickey balai. Mais donc voilà, plein de choses à faire, vraiment cool. Est-ce qu'au chapitre 3 on aura un vrai deck balai? On le saura bientôt. Peut-être qu'il y a encore une autre carte qui va jouer avec les balais, ça me ferait vraiment kiffer de ouf. Troisième carte qu'on fait révéler. Alors celle-là, je pense que de toutes les cartes qu'on révèle, c'est celle qui a le plus de chances d'entrer dans les decks. Attention. A touché mon cœur. Alors je sais pas d'où vient cette chanson. Je reconnais cependant la femme de Horace dans le journal de Mickey. Hein. Tout le monde connaît Horace, l'ami de Mickey, de Dingo et de Donald. Si vous avez lu le journal de Mickey. Et c'est sa femme, je crois que c'est Mathilda ou un truc comme ça, j'ai un doute sur le nom, qui chante. Et donc, de la gestion d'objets en vert! Incroyable! Et une des meilleures gestions d'objets du jeu. Je trouve que cette carte est du coup infiniment meilleure que comment elle s'appelle? Ah, j'ai plus le nom évidemment, c'est pas fracassé, c'est l'autre, c'est déchiqueté. Parce que c'est une chanson en plus. Gestion d'objets pour 2 en vert, chanson, bah voilà, vert maintenant, c'est la meilleure gestion d'objets du jeu, à part que gris a gagné une gestion d'objets et de lieux, donc évidemment, ça change un peu des choses. Mais là, tel quel, franchement, cette carte est trop cool, c'est trop cool qu'il y ait des gestions d'objets dans d'autres couleurs, c'est impressionnant que vert en ait une, parce que je pensais vraiment pas que ce serait la couleur qui méritait d'en avoir une. Carte trop folle, carte qui peut entrer dans plein de decks verts, en plus c'est une chanson, en plus c'est ancrable. Il n'y a que des bonnes choses sur cette carte. Je pense sincèrement que de toutes les cartes qu'on a révélées, parce qu'il en reste encore une derrière, mais je vous le dis d'avance, je pense vraiment que de toutes les cartes qu'on a révélées, c'est la carte qui a le plus de chances de finir dans des decks. De très loin. Et enfin,
la dernière carte, et vous allez très vite comprendre en voyant le nom pourquoi je l'ai gardé en dernière et pourquoi j'ai supplié les gars d'entre-jeux qu'on a fait le partage des cartes de pouvoir l'avoir sur ma chaîne. On a un nouveau Simba. Je suis trop content et je le trouve plutôt stylé pour le coup, à part quand même que on a l'impression que sa patte avant remonte jusqu'à son dos. C'est juste la perspective qui fait ça, bien évidemment. Mais je le trouve trop stylé avec ses tatouages. Simba, prince combatif, pour 7, une 5-7 de l'or. Et à chaque fois qu'on se joue ce personnage, donc déjà il fait un effet en entrant en jeu, et ça c'est déjà vachement bien. Donc à chaque fois qu'on joue ce personnage ou qu'il en bannit un autre via un défi durant votre tour, on choisit entre piocher 2 cartes et défausser 2 cartes, ce qui est pas ouf à ce moment-là du jeu, à moins qu'on vienne de jouer Rêve Bleu. Soit on choisit un personnage et on lui inflige 2 dégâts. Et là, ça devient intéressant parce qu'on a une sorte de clochette bis qui va mettre des dégâts directement aux gens en faisant des défis, en bannissant les gens. Il a aussi de l'or, il a de meilleures stats, il est juste pour 1 de plus. Imaginez par rapport à clochette, certes, il n'est pas alter, et certes, en plus, il met pas 1 à tout le monde, mais par contre, pour 1 de plus, il a 1 d'attaque de plus, 2 points de vie de plus. C'est quand même pas déconnant. Et il fait son effort en entrant en jeu de mettre 2 dégâts. Donc franchement non, super bonne carte, super bonne carte. Je sais pas dans quelle mesure il rentre dans les decks, mais moi j'aime beaucoup, de toute façon vous me connaissez, j'aime beaucoup les dégâts directs. Et il y a un Simba qui met des dégâts directs. Donc il y a l'univers, je joue pas. Ma grande tristesse cependant c'est que, mais pourquoi ils ont fait autant de versions de Simba différentes et il n'y a pas un seul alter Simba, ça me fume. J'aimerais tellement en avoir un. Mais bon, voilà, Simba, prince combatif, j'aime beaucoup la carte pour ce qu'elle fait, je pense que je la jouerai juste parce que c'est Simba et parce qu'il est cool. Je ferai la collection des foils, bien évidemment, donc en voyant cette vidéo, vous pouvez déjà réserver vos Simba foils super rares. J'en achèterai au moins un, voilà, c'est sûr. Donc, voilà, on a fait moins de 30 minutes, objectif accompli. Encore une fois, c'est juste fou d'avoir 4 cartes à révéler, 8 cartes au total avec entre-jeux. Je peux que remercier encore une fois. Petite chose quand même que j'aurais peut-être dû dire avant d'ailleurs, si jamais vous prenez les cartes et vous les mettez quelque part, n'hésitez pas à mettre pour entre-jeux ou pour moi le nom d'où ça vient, parce que c'est toujours cool d'être référencé par rapport à ça. N'hésitez pas à nous taguer, tout ça, tout ça. J'aurais dû le dire en anglais aussi, bon tant pis, je mettrai peut-être un petit texte, voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. La prochaine série de spoils sera moins hypante, parce qu'on n'aura pas tout le temps autant de cartes à vous révéler à chaque fois. Mais pas mal de choses à dire encore. Le chapitre n'est pas encore là. On a encore plusieurs semaines. Mon travail n'est pas fini. Je veille sur les spoils, tel une gargouille ou un Batman au-dessus de la ville. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver encore. Je sais qu'il y a une Ariel qui a été révélée et j'ai décidé de ne pas la mettre dans cette vidéo parce qu'il y avait déjà pas mal de cartes. Mais on va s'arrêter là. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.